pile de documents, et notamment l'analyse très pointue de l'historien Mohamed Doumir. Il s'est plongé dans une affaire fascinante. La candidature du Maroc à l'UNESCO pour le caftan. C'est ça. Et notre mission aujourd'hui, c'est de tirer un peu les fils de cette histoire. On va remonter à l'origine, suivre sa migration à travers les empires, et surtout, on va examiner de très très près les arguments de ce dossier UNESCO. Et c'est là que ça coince, j'imagine. La critique se base sur les sources que le dossier lui-même met en avant. Et elle révèle des contradictions, pour le dire poliment, assez spectaculaires. D'accord. Le programme est alléchant. Alors, commençons par le commencement. Si on veut comprendre cette controverse, il faut savoir de quoi on parle. D'où vient ce vêtement? Les sources nous ramènent vraiment loin en arrière, n'est-ce pas? Beaucoup plus loin que ce que l'on imagine. On n'est ni au Maroc, ni en Algérie, Ah bon? ni même dans le monde arabe. La toute première mention écrite qu'on a retrouvée, elle se trouve dans la littérature persane, dans un texte appelé Itagari, qui date de plus de 2 siècles avant notre ère. Et la phrase est claire, hein. Nous prendrons aussi le caftan doré. Le mot est important, caftan avec un K aspiré. Un caftan. Et qu'est-ce que c'était à l'époque? J'imagine qu'on est loin de la robe de soirée. On ne pourrait pas être plus loin. Dans ce contexte, c'est un vêtement de guerre. De guerre? Un butin pris à l'ennemi, une pièce d'équipement royal offerte aux guerriers les plus valeureux. C'est sa nature première, quoi. Une sorte d'armure d'apparat, un symbole de prestige militaire. Donc exclusivement masculin. Exclusivement masculin et martial, pendant des siècles. C'est fou de penser que l'ancêtre de ce vêtement d'élégance était un équipement de soldat. Comment est-ce qu'il quitte la Perse pour arriver dans le monde arabe? Il suit les routes des conquêtes, des empires. On le voit apparaître en Irak, au IXe siècle, en pleine période du califat abbasside. C'est là que le nom se transforme un peu. Il devient caftan. Exactement, avec un raf, la prononciation qu'on connaît. Un livre de l'époque, Hiyat al-Awliya, le décrit de façon très concrète. Il portait un kaba, une sorte de tunique, et par-dessus, un caftan. Et le contexte est toujours militaire. Toujours celui du prestige, du pouvoir, porté par des hommes. Donc ce n'est pas une source isolée. L'image du caftan comme symbole de pouvoir masculin est bien établie à cette époque. C'est une excellente question et la réponse est oui, absolument. On a une confirmation éclatante d'un des plus grands historiens du monde arabe, Al-Masoudi. Qu'on surnomme l'Hérodote des Arabes, c'est ça? C'est ça. Au IXe siècle, dans son œuvre monumentale Les Prairies d'or, il décrit un chef militaire qui arbore un caftan richement orné. L'image est donc très claire, très cohérente. Pendant des centaines d'années, c'est un vêtement de chevalerie. D'accord. On a donc la Perse, puis l'Irak abbasside. La suite logique de son voyage, j'imagine, c'est l'Empire ottoman. C'est sans doute là que son image a commencé à se transformer. Exactement. Il arrive en Turquie avec l'émergence de l'Empire ottoman, vers le XIVe siècle, et là, c'est un tournant majeur. Il va lentement glisser de sa fonction militaire à une fonction d'apparat. Un vêtement de cour. Voilà. Il reste masculin, mais il devient un symbole de pouvoir politique plus que guerrier. Un détail très parlant. On raconte qu'Osman ibn Ertugrul, le fondateur de la dynastie, aurait laissé à sa mort un caftan brodé dans son héritage. Ce n'est plus un butin de guerre. Non, c'est un bien précieux qu'on transmet. Et pendant ce temps, en Irak, d'où il est parti, il continue aussi d'évoluer. Oui, et c'est ça qui est fascinant, de voir ces évolutions parallèles. À la même époque, au XIVe siècle, en Irak, il est devenu un vêtement d'élégance urbaine. Ah oui. On a un poète irakien, Safi el-Din al-Hili, qui écrit un vers magnifique. « Ce parfum qui s'exhale encore de ma tunique, de mes chaussures et de mon caftan. » C'est superbe. Le caftan est devenu un vêtement de dandy, de citadin raffiné. Qui retient les parfums. On est à des années-lumière de l'armure persane. C'est une transformation radicale. Mais jusqu'ici, on est toujours au Moyen-Orient. Il n'a pas encore traversé la Méditerranée. Comment fait-il le saut vers l'Afrique du Nord? Le grand accélérateur, c'est la standardisation. Au XIVe siècle, le roi du Yémen, Al-Afdal al-Abbas, compile un dictionnaire multilingue. Une sorte d'encyclopédie avant l'heure. C'est un peu ça. Et il y fait entrer officiellement le mot caftan. À partir de là, le terme est fixé et sa diffusion s'accélère. Pourtant, même à cette époque, au XIVe siècle, les historiens sont formels. Aucune trace du caftan au Maghreb. Alors, quand est-ce qu'on le voit enfin apparaître? Les sources sont-elles précises sur le lieu et la date? Elles sont d'une précision redoutable. Et la réponse est en Algérie à la fin du XVIe siècle. En Algérie?
La première mention documentée se trouve dans le récit d'un captif européen écrit entre 1575 et 1580. Il raconte une scène de la vie quotidienne. Quoi donc? Un habitant d'Alger tombe d'une barque dans le port. Le témoin écrit « En l'attrapant par son cafetan, nous l'avons sorti de l'eau, à moitié noyé ». C'est une preuve extraordinaire. C'est concret, non officiel. Ça montre que le cafetan est porté par un Algérien ordinaire dans la rue. Ce n'est donc pas seulement un vêtement d'élite importé, il est déjà intégré dans la société locale. Parfaitement. Et on a une autre preuve qui va dans ce sens. Quelques décennies plus tard, un document de 1634 raconte qu'à Alger, lorsqu'un chrétien se convertissait à l'islam, la communauté lui offrait un cafetan. Ah, ça devient un symbole? Un symbole très fort. C'est le vêtement de l'intégration, celui qui marque l'entrée dans la communauté. Il est donc bien implanté. Bon, le parcours historique semble assez clair. Perse, Irak, Empire ottoman, puis Algérie au XVIIe siècle. Et c'est là que les choses se corsent, parce que le dossier de candidature marocain à l'UNESCO, lui, raconte une histoire très différente. C'est le nœud du problème. Le dossier officiel marocain soutient que le cafetan est présent au Maroc bien avant, dès l'époque des dynasties almohades et mérinides. Donc entre le XIIe et le XVe siècle. C'est ça. Et pour étayer cette affirmation, le dossier s'appuie principalement sur deux auteurs européens, Léon l'Africain et Marmol Carvajal. D'accord, alors examinons ces preuves. Si on se met dans la peau du critique Mohamed Doumir, que trouve-t-on en lisant Léon l'Africain? On trouve du vide. C'est aussi simple que ça. Doumir a épluché l'œuvre de Léon l'Africain et le constat est sans appel. Le mot cafetan n'y figure pas. Jamais. Jamais. Pas une seule fois. Le dossier marocain met en avant un passage où Léon l'Africain dit qu'il y a de nombreux ateliers de couture à Fès. Mais c'est tout. Attends une minute. L'argument c'est « il y avait les couturiers, donc il y avait les cafetans ». C'est plus qu'un raccourci, c'est un saut dans le vide. C'est exactement ça. L'argument ne résiste pas une seconde à l'analyse. On pourrait dire ça de n'importe quelle grande ville de l'époque qui avait une industrie textile. Bien sûr. On se dit donc que la deuxième source, Marmol Carvajal, doit être le pilier de la démonstration. Et là, effectivement, le mot cafetan apparaît. Ah, ok. Une seule fois, dans tout l'ouvrage. Mais le contexte est absolument crucial. Marmol décrit une scène qui se passe en 1571. Le commandant de la flotte ottomane, Ali Pacha, apprend une bonne nouvelle et, dans un geste de joie, il retire son propre cafetan et l'offre au messager. Donc la seule mention d'un cafetan en cette source concerne un amiral ottoman, Voilà, pas un marocain. précisément. La source mentionne un cafetan ottoman, dans un contexte ottoman. Utiliser ce passage pour prouver l'existence d'un cafetan marocain, c'est une malhonnêteté intellectuelle. Donc les deux preuves historiques s'effondrent complètement. Elle s'effondre. Mais ce n'est que le début des problèmes. Le plus grave, c'est le contenu du reste de ces livres. C'est-à-dire? En citant ces auteurs comme référence dans un dossier officiel pour l'UNESCO, le Maroc leur donne une crédibilité, une légitimité. Or, si on prend la peine de lire ce que ces auteurs écrivent sur les Marocains de l'époque, on tombe des nues. C'est violent. C'est d'une violence inouïe. Marmol, par exemple, les décrit comme des sauvages, des scélérats. Il raconte que pendant les famines, ils vendaient leurs femmes et leurs filles aux marchands portugais contre de la nourriture. C'est terrible. On parle d'un texte qui est utilisé comme pièce à conviction pour défendre un patrimoine, et en même temps il humilie le peuple dont ce patrimoine est censé être l'expression. C'est un paradoxe complet. Et ce n'est pas un cas isolé. Le dossier cite aussi Louis de Chénier, un diplomate français du XVIIIe siècle. Et là, c'est peut-être encore pire. Qu'est-ce qu'il dit? Il décrit le peuple marocain comme étant cupide, pauvre et avili, traître, n'ayant aucun sens de l'honneur. Ensuite, il s'attaque au sultan, qu'il traite de tyran sanguinaire, de monstre. Il va jusqu'à écrire qu'il ne racontera pas l'histoire de l'un d'eux pour ne pas insulter l'humanité. C'est difficile à entendre, c'est d'une brutalité sans nom. Et le dossier cite une troisième source de ce genre, n'est-ce pas? Un certain George Hearst. Oui, un Danois. Et on retrouve exactement le même schéma. Hearst est le premier à mentionner un cafetan au Maroc, mais seulement au XVIIIe siècle. Et il prend bien soin de préciser qu'il est de style turc. Ah, le détail est important. Très. Mais juste après, il se lance dans une description des Marocains qu'il qualifie de menteurs, superstitieux, hypocrites. Il ajoute que leur retard est dû à leur ignorance. C'est ahurissant, quoi. Pour revendiquer un vêtement, on valide des sources qui détruisent la dignité de tout un peuple. Le paradoxe est total. Mais
Si je comprends bien, ce n'est même pas le plus incroyable. Ces mêmes textes, validés par le dossier, ont des implications politiques directes et très actuelles. C'est sans doute l'aspect le plus explosif de l'analyse. Car ces sources, présentées à une instance des Nations Unies, contiennent des passages qui contredisent frontalement les revendications territoriales actuelles du Maroc. Sur la question du Sahara occidental. Exactement. Comment ça concrètement? C'est très clair. Chénier, le diplomate français, il définit les frontières du Maroc de son temps. Il écrit noir sur blanc que la ville de Taroudan, près d'Agadir, est la limite sud du royaume. La limite sud? Oui. Il décrit ensuite les habitants du Sahara, les Sahraouis, comme un peuple indépendant vivant dans une sorte de république tribale qui élit ses propres chefs et n'obéit absolument pas au sultan du Maroc. C'est une reconnaissance explicite d'une souveraineté distincte à l'époque. C'est énorme. C'est une bombe. Et Host, l'autre source, confirme. Il rapporte que le sultan lui-même considérait l'Oued-Noun, une rivière au sud d'Agadir, comme la fin de sa souveraineté. Donc en soumettant ces textes à l'UNESCO, le Maroc donne involontairement une légitimité internationale à des documents historiques qui reconnaissent une indépendance sahraoui historique. C'est ce que Mohamed Doumir appelle un suicide historique. un acte d'autosabotage, c'est absolument stupéfiant. L'esprit est confus. Revenons au vêtement lui-même. Si le caftan n'apparaît au Maroc qu'au XVIIIe siècle et sous une forme turque, comment est-il arrivé ? L'analyse suggère une piste algérienne. Oui, et cette piste est même confirmée par un chercheur marocain, ce qui la rend d'autant plus crédible. Dans un article de 2019, Bilal Al-Daya, un universitaire marocain, explique que la ville de Tétouan a connu d'importantes vagues de migration algérienne. Tétouan, dans le nord du Maroc. C'est ça, et il précise que ces migrants ont profondément influencé la culture locale, la cuisine, la musique et le lexique. Et il cite explicitement deux mots qu'ils ont apportés. Je devine, baklava et... Oui, et kaftan. La boucle est bouclée. Et au-delà des mots, on a des preuves matérielles, des objets qui racontent cette histoire. Je pense à la comparaison entre les plus anciens caftans connus des deux pays. La comparaison est en effet très parlante. Le plus ancien caftan algérien qui nous soit parvenu est conservé au musée Nordiska à Stockholm. À Stockholm. Oui, il est magnifiquement préservé et précisément daté. Il a été offert en 1731 par le dey d'Alger à l'épouse du roi de Suède. On a donc un objet concret daté du début du XVIIIe siècle. Et côté marocain, quel est le plus ancien ? Le plus ancien caftan conservé au Maroc date des années 1800. Presque un siècle plus tard. Quasiment. Et, coïncidence qui n'en est sans doute pas une, il a été fabriqué à Tétouan. La ville qui a accueilli cette forte immigration algérienne. Précisément. Et si on les met côte à côte, visuellement, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une filiation évidente. La ressemblance est frappante. La couleur verte, les broderies dorées sur le torse, la coupe ample des manches, tout suggère que le modèle de Tétouan est très fortement inspiré, pour ne pas dire copié, du modèle algérien qui existait déjà depuis longtemps. D'accord. D'ailleurs, certains musées numériques marocains reconnaissent eux-mêmes cette transmission via l'Algérie. Il y a un dernier type de preuve, peut-être le plus touchant, qui est mentionné, des documents de la vie quotidienne des gens ? Oui, et c'est un point crucial. Côté algérien, les chercheurs ont retrouvé des actes notariés qui ancrent le caftan dans la vie des familles. On a par exemple un contrat de mariage algérien de 1772. Et que dit-il ? Il liste la dot de la mariée, 1000 dinars algériens et 2 caftans, l'un brodé d'or. Ou encore un acte de donation d'une mère à sa fille, lui léguant un caftan vert de brocart. Ce qui change tout. Le vêtement n'est plus un objet décrit par un étranger. Non, C'est un bien précieux, un héritage, un symbole d'amour familial. exactement. D'un côté, pour l'Algérie, on a des preuves locales, intimes, qui montrent le caftan comme un objet de fierté. De l'autre, pour le Maroc à la même époque, les sources fournies sont celles d'étrangers qui mentionnent un caftan turc, tout en déversant un flot d'insultes sur la population. Le contraste est saisissant. Si on essaye de résumer ce voyage incroyable, on part d'un caftan militaire en Perse, C'est ça. il devient un vêtement de prestige masculin dans les empires abbassides et ottomans, il traverse la Méditerranée pour être adopté en Algérie au XVIe siècle, où il s'intègre profondément dans la culture locale, et il arrive finalement au Maroc, au XVIIIe siècle, visiblement importé par les migrants algériens qui amènent avec eux leur savoir-faire. C'est la chronologie la plus cohérente et elle met en lumière le paradoxe incroyable du dossier UNESCO marocain. Pour essayer de prouver une antériorité qu'elle n'a pas,
Cette candidature s'appuie sur des sources qui sont non seulement historiquement très faibles, On l'a vu. mais qui sont aussi profondément insultantes pour le peuple marocain et politiquement dangereuses pour les intérêts actuels du pays. Quand on prend un peu de recul sur tout ça, cette histoire est complètement folle. On part d'un vêtement et on arrive à des questions de dignité nationale et de géopolitique. C'est vertigineux. Ça soulève une question beaucoup plus profonde finalement. Au-delà de la querelle pour savoir qui a inventé quoi, qu'est-ce que ça nous dit lorsqu'une nation tente de construire le récit de son patrimoine sur des textes qui, en même temps, dénigrent son peuple et sapent ses propres revendications politiques ?